Et peut-être. Et moi, je vais peut-être me mettre là, comme ça vous pouvez oui, ok. Vous voir, si ça va pour vous. Alors, je voulais... Ah, il a pris les livres. J'attends un signal. C'est bon. Voilà, je crois qu'on est au complet ou presque. Donc, je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous à cette rencontre sur, on va dire, les secrets de famille, mais plus largement le flou et l'incertitude autour des familles, des destins individuels et de l'histoire avec un grand H. C'est ce qu'on va trouver au cœur des livres d'Oriane Jancourt-Galignani et d'Edoardo Berti, livres pourtant très différents, mais on verra que les fils rouges et les passerelles sont nombreuses entre eux. 2 mots sur vous, Oriane, si vous permettez. Vous avez publié 4 romans avant celui-ci, dont Tu n'as rien vu à Hadamard, sur l'extermination des handicapés sous le nazisme, livre qui vous a valu, entre autres, le prix de la Closerie des Lilas. Plus récemment, en 2020, il y a eu La femme écrevisse, qui, pour résumer vraiment très schématiquement, parle de la folie chez les artistes, on pourrait dire. Et j'ajoute que vous dirigez la rédaction du magazine culturel Transfuge, que vous êtes franco-allemande et que vous êtes tombée toute petite dans la librairie, on peut le dire. Venons-en à ce livre-ci, Quand l'arbre tombe, publié en août dernier chez Grasset. C'est un livre qui décrit 7 jours dans la vie d'une femme, Zélie, une femme que son vieux papa appelle au secours dans la propriété familiale en lui disant qu'il y a un problème avec les arbres, qu'ils tombent les uns après les autres. Entre eux, depuis des années, un lourd silence entoure la mort de leurs frères et fils respectifs. Cet arbre malade, ces arbres malades, c'est une manière de dire la douleur qui ronge le père. C'est un choix romanesque ou une véritable préoccupation de ce héros ou de votre père? Ah, je pense que c'est les trois à la fois. Le fait est que mon père a fini sa vie parmi les arbres et avait ce sentiment que les arbres tombaient autour de lui. Peut-être que c'était aussi parce qu'il ne voulait pas voir sa propre chute. Et évidemment, l'arbre, depuis toujours en littérature, est l'image de notre puissance et de notre vulnérabilité lorsqu'il tombe. À vous maintenant, Edoardo Berti. Vous êtes argentin, français et roumain, toujours roumain ou plus tout à fait? Je ne suis pas français, j'aimerais bien l'être, j'attends la réponse de la France. Alors, argentin et roumain, traducteur, journaliste, éditeur. Vous avez vécu plus de 10 ans à Paris, après avoir quitté votre pays, l'Argentine, puis à Madrid et maintenant à Bordeaux. Vous avez publié 14 livres, dont le premier s'intitulait Le désordre électrique. Et puis en 2003, alors pour La vie impossible, vous recevez le prix Libre à lire et le prix Las Américas. Celui-là, c'était pour Le pays imaginé en 2012. Vous êtes membre de l'Oulipo. Gros plan maintenant sur 2 livres complémentaires, parallèles, à vous de nous le dire, à savoir Un père étranger et un fils étranger, tous 2 publiés aux éditions de la Contralée. Il y est question d'exil, de voyage, tant d'exil et de voyage du narrateur que de son père, mort 10 ans plus tôt, dont on sait juste qu'il a quitté la Roumanie et s'est réfugié en Argentine au début de la Seconde Guerre mondiale. Le voyage se fait en Roumanie dans un fils étranger. Par contre, dans Un père étranger, vous nous emmenez dans différents endroits, mais notamment dans le Kent, où le narrateur veut vérifier un détail de la biographie de Joseph Conrad, enfin d'un certain Joseph qui ressemble furieusement à Joseph Conrad. Alors, dans les 2 livres, il y a un déclencheur lecture. Le roman que votre père, ce déclencheur, c'est le roman que le père du narrateur ou votre père a écrit.
et que vous passez du temps avant de vous mettre à le lire. Et il y a un autre livre qui déclenche l'écriture d'un père étranger, c'est le livre de Jessie Conrad sur son mari. Est-ce que ce choix du déclencheur lecture était un clin d'œil d'amoureux de la littérature ou une sorte de fidélité filiale? D'abord, bonjour tout le monde et merci pour cette invitation. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Ça fait des années que je voulais écrire un livre qui raconte la vie de mon père, les secrets de mon père et mon rapport à tout ça. Et je n'avais pas ni le courage, ni le... Je ne trouvais pas les mots, ni la forme, ni les moyens pour écrire ce livre-là. À tel point que je sens que j'ai fait une série de livres qui était une manière de ne pas écrire ce livre-là aussi. Et après avoir lu le livre que Jessie Conrad consacre à Joseph, qu'elle écrit après la mort de Conrad, parce que, étant Conrad vivant, Jessie publie un livre de recettes de cuisine, avec une préface de Joseph. Mais après la mort de Joseph, elle se libère et elle écrit un livre qui est magnifique, qui raconte Conrad. Et dans ce livre-là, j'ai trouvé deux petites choses. La première, un lecteur fou qui est convaincu que Conrad se moque de lui dans une nouvelle qui s'appelle Falk ou Folk et qui décide d'aller tuer Conrad parce qu'il se moque de lui. Et la deuxième chose que je trouve, c'est un petit épisode dans la vie de lune de miel, dans la lune de miel entre Joseph et Jessie. Il décide de prendre le bateau pour venir en France et Conrad, le marin, a le mal de mer. Il arrive en France dans un état totalement épuisé, il tombe malade et Jessie se trouve, pour la première fois, elle se retrouve étrangère, pour la première fois, elle n'avait jamais quitté l'Angleterre, elle se retrouve devant un homme qui délire, qu'il a la fièvre et qui délire dans une langue qu'elle ne sait même pas si c'est le polonais, mais qu'elle ne comprend pas, dans un pays où personne, elle ne comprend personne. Plus étranger que ça, je ne sais pas si on peut inventer. Et j'étais totalement touché par ces deux épisodes. Et je me suis mis à écrire sans savoir ce que j'allais faire. Je ne savais pas si c'était un roman, une nouvelle, je ne savais même pas pourquoi j'écrivais tout ça. Et soudain, j'ai compris, c'était l'histoire de mon père, un peu transposée. Le couple entre Conrad et Jessie, c'était le couple de mon père étranger avec une femme 10 ou 12 ans plus jeune, autochtone. Et là, quelque chose s'est libéré. Et j'ai commencé finalement à écrire cette histoire de mon père avec l'autre histoire pas comme échafaudage, parce que normalement, l'échafaudage, on l'enlève après. Moi, j'ai laissé l'autre échafaudage. Oui. J'ai mélangé les deux histoires. Celle de Joseph Conrad et celle de votre père. Revenons à votre héroïne ou narratrice, Oriane Jrancourt-Galliani, c'est Zélie. Et donc, après ce téléphone alarmant de son père, âgé, je précise qu'elle est musicienne, elle va oublier tous les concerts qui sont sur son agenda pour rejoindre son père, presque une semaine, pas tout à fait, dans cette propriété à la campagne, en se disant que sa famille va se passer d'elle, et puis qu'elle la retrouverait, et là je vous cite, comme on aime l'autre dans la permanence du semblable. Et comme on est sur l'identité dans ces deux livres, qu'on parle beaucoup d'identité, je voudrais que vous expliquiez cette phrase, cette formule. La permanence du semblable. Alors, en effet, elle dit ça en parlant de sa famille, c'est-à-dire son mari et ses enfants, mais évidemment, on voit bien que ça va avoir un écho avec la relation qu'elle a avec son père. Ce qui est intéressant, je crois, dans le personnage de Zélie, c'est qu'elle va suivre l'obsession de son père. Elle va décider de le croire. Et c'est ça qui m'intéressait chez elle. Et ce que j'aime en littérature, c'est souvent les histoires d'obsessionnels. Et donc là, elle va croire cet homme, elle va dire « Ah oui, en effet, les arbres tombent », et donc elle va le suivre en forêt, et elle va essayer, lui qui est quand même un homme de la ville à l'origine, qui n'a pas une grande, même s'il vit parmi les arbres, qui n'a pas une grande expertise, et elle va le suivre dans sa vision, peut-être dans sa folie, et tous les deux, il y a quelque chose d'un peu guignolesque là-dedans, vont décider de sauver les arbres. Et donc, je crois aussi
qu'elle est dans la permanence du semblable, c'est-à-dire que cette femme d'une trentaine d'années va se replacer évidemment dans le rôle de l'enfant qui suit son père. Et donc c'est aussi une manière de voir qu'elle n'est pas face à un homme de 80 ans qui est sur le point d'eux, mais qu'elle est face à un père tout-puissant, face à un arbre inchangé. Et voilà, qu'on est dans la bulle onirique de l'enfance. Et je crois que c'est ça qui est touchant dans cette phrase, c'est que quand on est face à la grande vulnérabilité de ses parents, eh bien, on va tout d'un coup choisir, dans une sorte de folie consciente, de ne pas voir. Et on va essayer de croire que tout ça ne s'arrêtera jamais et que la forêt reste intacte et que le père reste celui qui va sauver le monde. Je voudrais que vous lisiez un passage, si vous voulez bien, de l'arbre, quand l'arbre tombe, où justement on voit peut-être l'impermanence, en l'occurrence, du semblable, une description du père à travers le regard de sa fille. Accélérer la chute des arbres morts afin qu'ils cessent de peser sur les arbres sains et qu'ainsi leur soit rendu lumière et espace. Il s'apprêtait à se lancer dans une mission qu'aucun bûcheron ne voulait accomplir. Le bois mort se vendait peu et mal. Le bouleau est un arbre de lumière, expliqua son père, un des premiers à pousser en mercenaire. Il se place au rang extérieur d'une forêt pour en protéger la profondeur. Mais aussi l'un des plus exposés au vent, à l'humidité. Il commença à couper les branches avec un large sécateur. Les lames triangulaires peinaient à s'enfoncer jusqu'à la chair blanche. Zélie ignorait que son père était capable de différencier un arbre de lumière et un arbre d'ombre. Il avait consacré l'essentiel de son existence à rejoindre de vastes bureaux, d'ébène et de cuir crème, pour prendre des décisions éclairs sur des flux de capitaux qui traversaient le monde en tous sens. Un jour à Bangkok, le lendemain à New York, un jour à Beyrouth, le lendemain à Bonn. Les capitaux se déplaçaient en torpille dans les fonds sous-jacents de la planète, et Paul les suivait à la trace. Et lorsqu'il émergeait de cet océan pour venir ici, il s'enfermait le plus souvent dans sa bibliothèque pour écrire sur, je cite, « la nature vertueuse ou dangereuse du capitalisme », comme s'intitulait l'un de ses articles de revue paru en 90. À l'aube d'un monde où toutes les chances de prospérité et de paix collective nous sont enfin données, il n'y a pas de capitalisme vertueux ou diabolique, comme il n'y a pas de sainteté de la démocratie. Il n'y a que des systèmes efficaces entre les mains d'hommes libres. La fierté avec laquelle il évoquait cet article à la table familiale 30 ans plus tôt. Il aurait pu aussi l'appeler, avait-il dit en rigolant, « nos belles espérances ». Le même homme se concentrait aujourd'hui pour distinguer la lumière et l'ombre. Le même homme se réfugiait dans les bois et ne parlait plus qu'aux arbres. Leur racontait-il ce projet de société qu'il avait porté toute son existence, cet avenir radieux qu'aucune révélation n'avait su abolir, ni crise financière, ni scandale de corruption, ni Madoff, ni Watergate, ni 11 septembre, ni Trump, l'histoire enfin close par le ravissement du capitalisme. Merci beaucoup. On voit, et c'est un point commun à vos deux livres, qu'il y a un ancrage de l'individuel dans le collectif. Là, on voit un homme, un destin individuel, un homme sur son déclin, et puis, dans une certaine mesure, vous glissez l'idée que, voilà, il représente une époque, les 30 Glorieuses, et qu'il a été désavoué peut-être par le cours de l'histoire. Ça fait penser à Brigitte Giraud et son Vivre vite, qui a eu le Goncourt, et qui, elle aussi, ancre une famille, des destins dans l'histoire, ce qui est le cas chez vous aussi, Eduardo Berti. Il y avait une idée de désaveu, d'erreur dans ce passage-là et dans votre esprit? Bon, il y a toujours, je pense, une idée de jugement lorsque son père est affaibli et qu'on se passe malgré tout, même si justement l'histoire de cette narratrice, c'est qu'elle ne veut pas le juger, elle le juge contre elle-même, mais c'est plus fort qu'elle, elle voit bien que son père est en train de mourir et que le monde qu'il incarnait est en train de mourir. Et en effet, c'est un homme d'après-guerre, enfin un homme qui est né avant la guerre, en 1937, mais c'est un homme d'après-guerre qui a voulu épouser tout cet enthousiasme, grand lecteur de Raymond Aron, toute cette idée de reconstruction. Et donc, il est là avec cette idée de la fin de l'histoire. C'est aussi évidemment un grand héros de Fukuyama et tout ce qu'il a pensé à cette époque-là. C'est un homme qui a connu son apogée dans les années 90, et donc là on est en 2020 et il a de la peine à voir que tout ça est en train de s'effriter, de s'effondrer, qu'on est en train de passer à un autre monde.
Et donc, je pense que sa réclusion dans la forêt est aussi une manière, il a d'autres raisons plus intimes dont on parlera, mais c'est aussi une manière de fuir l'échec de ce qu'il a incarné, l'échec de ces hommes qui ont absolument cru à ce progressisme, qui était tout de même une belle idée. Zélie refuse de condamner cette idée-là. Elle dit, vous avez eu cette idée du travail, de l'argent pour tous. En France, ça vient de cette grande idée du ruissellement, que tout le monde allait devenir riche, et puis il y aurait des HLM, etc. Que la société allait s'épanouir après-guerre. Et donc, elle refuse vraiment de le jeter aux orties, mais en même temps, elle voit bien que ce monde est en train de mourir avec lui. C'est presque un désaveu mitigé, comme vous venez de le dire, que je ressens alors dans ce temps que vous mettez à lire le roman que votre père a écrit, Eduardo Berti. Et on sent une forme de crainte. Voilà, il faut peut-être que vous expliquiez, au fond, comment cette révélation du fait que quand vous vous mettez à écrire, quand vous devenez écrivain, ça lui donne envie d'écrire. Oui. Alors, quand j'ai publié mon tout premier roman, dans lequel, mais ça je l'ai compris vraiment plus tard, dans lequel, sans le savoir, je raconte 2 ou 3 choses qui pourraient être sa biographie, c'est-à-dire comme si je savais déjà des choses de l'histoire de ma famille, des choses de l'histoire de mon père que je ne savais pas d'une manière consciente. On pourrait dire que mon sang le savait, mais je ne le savais pas. Dans ce livre-là, je fais faire à un personnage 2 choses que mon père avait fait concernant le changement d'identité, etc., que je ne savais pas. Mon père a lu ce roman, il ne m'a jamais rien dit de tout ça, mais quand même, ce roman a eu un effet parce qu'il a commencé à écrire. Il se lançait à écrire un livre que j'étais sûr qu'il avait abandonné. Et c'est le moment là où je décide de venir m'installer pour un temps en France. Je ne savais pas combien de temps j'allais rester. À Paris. À Paris. Et ça a été un peu bizarre. C'est comme si on échangeait les rôles. Moi, je faisais un cours accéléré d'étranger. J'essayais de comprendre ce que c'était d'être étranger. Et lui, peut-être il essayait de comprendre ce que c'était d'écrire, d'être écrivain. C'est comme si on avait échangé les vies pour un petit moment. Sauf que moi je suis resté. Et lui, il a fini. Bon, il n'a pas fini. Mais après sa mort, j'ai découvert 6 cahiers. 6 cahiers avec un roman. Je ne sais pas si c'est un roman. C'est un livre qui part totalement en diagonale. À chaque fois, on se dirait, bon, là, il y a une trame qui commence à se mettre en route, il y a une digression, il part. C'est une forme très intéressante, mais en fait, ce n'est pas abouti. Mais dans Un père étranger, j'ai utilisé le roman de mon père. C'est-à-dire, Un père étranger, c'est raconté à la première personne par un narrateur qui est évidemment mon double et qui part s'installer, vivre en Europe et qui essaye d'écrire sur Conrad, et en essayant d'écrire sur Conrad, il fait ce trébuche contre le fantôme de son père, et il fait de ces parallèles. Et ça, c'est un peu l'axe du livre qui mélange les 2 histoires. Mais de temps en temps, j'installe des petits fragments de ce roman de mon père, surtout une histoire que j'ai choisie parce que c'est l'histoire que je sentais qui marchait le mieux d'une manière autonome, et c'est la seule qui parle vraiment de la Roumanie. Et en plus, elle parle de l'eau et des navigations. C'est un peu conradienne. Mais j'ai pris cette histoire, mais je n'ai pas laissé l'histoire telle qu'elle. J'ai voulu, pas corriger mon père, ce n'était pas l'idée, j'ai voulu écrire avec lui. Et alors je me glisse, et vous intervenez. J'interviens. Et j'écris avec lui, j'écris un peu avec lui, en gardant tout ce qui était des bons, parce que ce sont des pages qui sont très très bien. Vous voulez bien nous lire un passage du livre, la page 28. C'est ça, oui. Alors ça, c'est quand le narrateur est un peu... Il vient de s'installer à Paris, le père est encore vivant, mon père. Dans les lettres que j'envoyais à mon père, je lui décrivais surtout mes promenades à travers la ville.
Ce n'étaient pas des promenades aléatoires. Souvent, il me demandait de me rendre à tel ou tel endroit et de le décrire ensuite. Manifestement, il comparait mes récits avec ses souvenirs lointains. Et ma description, j'en ai peur, semblait un peu étrange et assez décevante. Autres yeux, autres temps. D'une certaine manière, l'expérience de ma première année à Paris fut médiatisée par ces vers épais. Les comparaisons que j'établissais avec Buenos Aires, les comparaisons que mon père établissait entre le Paris de mes lettres et celui qu'il thésaurissait dans sa mémoire. Il y a eu un moment, sans que je m'en rende compte, où ces deux vers finirent par se dissoudre. Cela coïncida avec un fait plus ou moins lié. Un jour, je m'aperçus que je n'avais plus besoin de me pencher en avant quand on me parlait en français, ou quand je m'asseyais devant le téléviseur, non pour regarder de vieux chanteurs de tango, mais des programmes français récents. Assurément, ma posture corporelle avait dû se redresser de manière progressive, comme une sorte d'aiguille qui peu à peu se positionne perpendiculairement au sol, mais je n'avais pas été conscient du processus, du moins pas avant d'avoir atteint un point très éloigné de ma posture initiale. Je parle du tango parce qu'au début, j'ai gagné ma vie à Paris oui, c'est vrai, en faisant des scénarios pour des documentaires de l'histoire du tango. C'est très argentin d'écrire des scénarios de l'histoire du tango depuis Paris. Et c'était fou parce que le système qu'on avait inventé était totalement précaire. Il m'envoyait des cassettes en VHS. C'était le siècle 20e siècle. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Et il m'envoyait des VHS que je recevais en France, que je devais visualiser. Et parfois, je passais 4-5 heures à écouter des vieux chanteurs de tango qui me parlaient. Je sentais qu'il me parlait, moi, dans son argot qu'on appelle lunfardo. Et soudain, je descendais acheter le pain. Et là, je me disais, ah oui, je suis à Paris. J'avais totalement oublié pendant un moment. C'est pour ça que je parle de tango. Juste, parce qu'avec vous deux, on se demande toujours où est le vrai, où est le faux, où est le double, comme vous dites, de l'auteur. Pourquoi cette idée, à moins qu'elle soit vraie, de déroute? Le roman du père s'appelle La Déroute, mais il y a une faute d'orthographe. C'est écrit avec 2 R. Et ça fait partie... Alors, on ne sait jamais si c'est vrai ou faux. Le roman a été traduit par Jean-Marie Sanlu. Moi, j'écris ce livre en espagnol et c'est Jean-Marie qui est un grand traducteur qui a traduit. Mon père avait écrit un roman qui s'appelait El Derrumbe. Derrumbe, avec ça, je me vante un peu, mais les R de l'espagnol, c'est les double R. Derrumbe, ça veut dire l'écroulement. Ouais. Mais lui, il faisait des fautes d'orthographe, alors il avait écrit El Derrumbe. Une seule R. Et derrumbe qui n'existe pas, j'exagère un peu dans mon roman, et je dis que mon père a fait un néologisme involontaire, et que derrumbe, ça veut dire comme un rumbo qui a été dévié. C'est l'histoire de mon père, finalement. Il avait une vie plus ou moins écrite devant lui. Normalement, il allait rester en Roumanie. Il a eu son premier derrumbe en allant à Paris. Et après, mon père est né en 1914. Et après, c'est le nazisme, le fascisme, la guerre, tout ça qui arrive. Et c'est le deuxième derrumbe, il prend son bateau, il s'installe à Buenos Aires. Le pauvre Jean-Marie devait traduire ça. Et il a passé des mois et des mois. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et un soir, je reçois son appel, j'ai trouvé. Déroute. Ouais. Mais c'est lui. C'est brillant. C'est brillant, c'est lui. C'est brillant. Ouais. C'était pas évident, c'était pas gagné. Non. Ouais. Ouais. Et donc, il y a... On va peut-être quand même... Mais c'est vrai, pour répondre à ça, c'est vrai. Oui. C'est vrai, oui, ça, c'est pas inventé. Non. Bon. Mais dans les incertitudes, dans l'incertitude qui traverse vos livres, qui est le thème de ces rencontres de Bibliotopia, il y a le silence, qui est en fait la cause de l'incertitude, il y a le secret. Et quand même, pour présenter un peu les constellations familiales, chez vous, et je ne crois pas que je déflore le secret, il y a la mort, je l'ai dit, du fils et du frère, donc du fils du père et du frère de Zélie, une mort tragique.
et il y a eu une chape de silence. Est-ce que vous diriez que c'est ce mutisme, ce silence qui a permis à un compagnon de ce frère de prendre une place exagérée, pas dans l'histoire, mais dans cette famille, Oriane? Bon, c'est un silence qui n'est pas un silence bourgeois, volontaire, etc. Cette mort est un suicide. Et comme on le dit souvent, le suicide est un assassinat sans coupable. Donc, il n'y avait rien à dire et une culpabilité profonde pour tous ceux qui n'avaient pas su, n'avaient pas vu, n'avaient pas... Et donc, je crois que quand on est ainsi rongé par ce questionnement inlassable et cette culpabilité, il est difficile d'en parler. Donc le silence, en plus, cette mort a eu lieu dans la forêt, et la forêt est évidemment le lieu du silence. Donc le silence s'est installé. D'ailleurs, c'est vrai que le père, quand ça arrive, ne peut plus parler. Voilà. Il perd la parole. Ce qui, pour l'homme que j'ai décrit précédemment, donc cet homme qui avait tant adhéré au mirage de l'après-guerre, et tant adhéré par la parole aussi, il faut quand même se souvenir que c'est la différence entre nos deux pères. L'homme que je décris n'est pas une victime de l'histoire, n'est pas c'est pas quelqu'un qui a été victime de la catastrophe de la guerre. C'est un Français qui était du côté des protégés, d'ailleurs c'est ce que je raconte dans le livre. Sa famille a été même, c'est ce que je raconte, d'une indifférence coupable, mais dont il ne ressent aucune culpabilité, mais d'une indifférence coupable envers le destin tragique de l'Europe. Donc voilà, il a été dans ces 30 glorieuses l'homme de la parole, l'homme du progrès, l'homme de l'optimisme. Il n'était pas du tout dans ce temps post-catastrophe dont on a beaucoup parlé ici à Bibliotopia, et dont était par exemple la famille de... Je suis, vous l'avez dit, à moitié allemande, donc pour le coup, le temps de post-catastrophe, je le connais bien du côté allemand, mais du côté français, il n'existait pas. Et donc cet homme va affronter le drame ultime de perdre un enfant par le suicide, dans un moment très violent, et là, il va perdre la parole. Et là, il va tout d'un coup découvrir ce que peut être l'impossibilité de dire. Et ça va en effet le séparer de sa fille, ça va tous les séparer. Mais je crois que c'est inévitable quand une tragédie comme ça arrive dans une famille. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut reprendre la parole juste après, comme si de rien n'était. Et il y a le mutisme de votre père une fois à l'hôpital. Puisque vous avez le temps, avant qu'il meure, Eduardo Berti, d'arriver, et même, ça durera plusieurs mois, de rester à Buenos Aires et d'aller lui rendre visite régulièrement. Et ça va nous amener à la question de la langue qui est importante dans vos deux livres. Il ne dira plus rien, presque plus rien, et un jour il parlera un roumain que personne ne comprend. Oui. Alors, moi je raconte dans Un père étranger que sauf 6 ou 7 mots isolés, et je fais même le petit dictionnaire de 7 mots en roumain que mon père avait prononcés pendant peut-être 20 ans ou 25 ans. La première fois que j'ai vraiment entendu mon père parler roumain, j'avais autour de 25 ans. Et parce que lui, il m'accompagnait à l'ambassade de Roumanie à Buenos Aires pour avoir le passeport. Parce que je voulais avoir un autre passeport, parce qu'il venait d'avoir un putsch ou un presque coup d'État en Argentine, et je me suis dit, c'est pas mal d'avoir un passeport. Mon père ne voulait pas m'accompagner, et quand Ceausescu est tombé, il m'a dit, bon, on y va. Et là, j'ai compris à quel point mon père était étranger pour moi, parce que je le voyais parler cette langue, et je voyais dans son visage des mouvements et des gestes que j'avais jamais vus. Quand on parle une langue qui n'est pas l'habituelle, on fait des gestes différents, bien sûr. Et même la voix change. Je sais que quand je parle en espagnol, je parle en français, ma voix n'est pas exactement la même. C'est-à-dire, mon père avait caché beaucoup de choses. Il ne parlait pas de la Roumanie, ou en tout cas, il réduisait la Roumanie à 3 ou 4 anecdotes qui étaient presque caricaturales.
Et c'était le monde où on ne pouvait pas faire des Google Maps et se promener. C'était le monde avec le rideau de fer. Et en plus, l'Argentine, de l'époque des militaires, avec son propre rideau de fer. Alors, j'ai dû inventer le pays de mon père pendant des années. Je n'ai pas eu une transmission. Mais il vous a... Et pourtant, alors, vous racontez, est-ce vrai ou non, qu'à des intervalles réguliers, il vous a confié des secrets. À vos 15 ans, à vos 10 ans, à vos 18 ans. À partir d'un moment, il lâchait des bombes. C'était ça, il lâchait des bombes. Un jour, il m'appelle pour me dire qu'en fait, il avait 5 ou 6 ans, je ne me souviens plus, de plus que ce que je croyais. Et qu'il avait dû falsifier et modifier son âge pour fuir. Pour éviter la conscription, non ? Pour éviter la conscription. Avec mon père, on ne savait jamais, parce qu'il disait une chose, et 3 ans plus tard, il donnait une autre explication. Mais en tout cas, il avait dû changer, modifier la date pour fuir. Ça, c'était la première bombe qu'il a jetée. C'était très troublant, parce qu'on le veut ou pas, mais on fait des estimations, on fait des calculs. Mon père a X années. Bon, j'imagine que j'ai encore avec lui X quantité d'années. Je sentais que soudain, on m'avait volé 6 ans avec mon père. Et après, quelques années plus tard, il m'appelle pour me dire qu'en fait, toute l'histoire qu'il m'avait toujours racontée du bateau, qu'il avait pris le bateau, tout ça, c'était vrai, mais qu'en fait, il avait fait le voyage avec une femme qu'il était venu marier. Il avait une première femme avant votre mère. Une première femme. Voilà. OK, je lui dis, d'accord. Alors, à chaque fois qu'il m'appelait, le jour où il m'appelait pour me dire qu'il écrivait un roman, je tremblais avant. Quand il m'a dit qu'il allait écrire un roman, j'ai dit, c'est super, parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me dire maintenant ? À chaque fois, je me disais, qu'est-ce qu'il va dire maintenant ? Et à un moment, il a arrêté les confessions, les aveux, il a arrêté. Et le reste, c'est moi qui l'ai découvert après sa mort. Pourquoi il a arrêté ? Parce qu'il rentrait dans les 2 aveux vraiment importants, qu'il n'a pas voulu, ou il n'a pas pu, ou il n'a pas su me dire. Je ne sais pas. J'ai mes théories. Là, oui. J'ai mes théories, mais je ne sais pas. Je pense que peut-être il était déjà en train de m'avouer sa condition de juif et le fait que c'est pour ça qu'il avait changé son nom de famille et tout ça. Et qu'au moment où ça s'approchait, il y a eu les 2 attentats en Argentine. L'attentat de l'ambassade d'Israël, qui était détruite absolument, et qu'en fait était à côté de l'ambassade de Roumanie en France. C'était quelle année, ça ? 91. Et 1 an ou 2 ans plus tard, l'attentat de la mutuelle israélite, c'est le nom, à Buenos Aires, tout un bâtiment qui est écroulé. 2 attentats de suite à Buenos Aires. Et là, je pense que ça jouait un rôle, j'imagine. De déclencheur. De silence, de confirmation peut-être que je ne veux pas raconter ça. Parce que je ne sais pas, mais je ne sais même pas si ma mère le savait. Je ne le sais pas. Quand mon père est mort, j'avais plus de témoins à qui demander. Fils unique, mon père était fils unique, ses amis étaient partis. Il ne me restait que la toute dernière femme de mon père. Et elle m'a avoué que mon père lui avait avoué la dernière année qu'il était juif. Elle était juive. Elle était. Et peut-être qu'il l'a dit pour se vanter devant elle, peut-être. Parce que comme les couples étaient un peu en crise, peut-être il l'a utilisé pour... Je ne sais pas, mais il l'avouait. Il l'avouait devant elle. Ça me permet... sinon, j'aurais aucune preuve. Bon, maintenant j'ai des preuves. Si, il y a un dossier qui vous a été remis par un ami dans des conditions et pour des motifs qu'on ne va pas révéler, puisqu'il vous a dit de ne pas les révéler, mais qui a donné naissance au livre suivant. Qui n'était pas planifié. Quand j'ai publié Un père étranger, j'étais convaincu que tout ce que je pouvais dire, en tout cas sans inventer, mais tout ce que je pouvais dire à partir des peu de faits vrais, était dit, qu'il n'y avait plus d'informations. J'avais tiré du fil jusqu'à la fin, et même j'avais inventé. Et je n'avais pas l'idée d'écrire un autre livre qui s'appellerait Un fils étranger. Je n'avais aucune intention de faire ça. Et un très bon ami
qui est avocat et qui habite en Argentine, et ça c'est vrai, m'envoie comme cadeau le dossier que mon père avait présenté en 1951 pour se naturaliser argentin. Voilà. Et là, il ne pouvait pas mentir. Et là, il y a tout. Il y a la partie de naissance, le nom du bateau, la date exacte d'arrivée du bateau en Argentine, l'adresse exacte de sa maison natale, tout ce qui, j'avais cru perdu pour toujours. Et ça a déclenché mon voyage dans la ville natale de mon père et une enquête qui s'est renouvelée. Absolument. Je fais un pas de côté pour parler des mères, ce sont des livres sur le père et le père mort, la mort du père, mais les mères sont curieusement absentes. Bon, le père étranger s'ouvre chez Eduardo Berti sur l'enterrement de votre mère. La mère, la femme de votre père, Oriane Jancourt-Galiani, elle est absente, elle n'est pas dans la propriété familiale, elle est séparée. Et puis il y a une autre mère qui est la mère de Paul, donc de ce personnage principal, qui elle est complètement dysfonctionnelle. Je voulais que vous fassiez la comparaison entre ces deux femmes et puis leur place dans cette histoire. Alors, la première mère est absente, alors là, pour des raisons presque dramaturgiques. Il fallait que ce soit une rencontre entre le père et la fille. Voilà, je pensais beaucoup en l'écrivant au Roi Lear et à la fin du Roi Lear, quand le père et la fille se retrouvent. Il est déjà un peu tard, mais en même temps, ils ont cet ultime moment de joie avant qu'ils meurent tous les deux. Et donc, je voulais un peu raconter ce moment-là, c'est-à-dire les possibilités qu'on a parfois dans la vie d'avoir des moments de très grande joie, de très grande sérénité, juste avant la fin, juste avant la catastrophe. Et donc, il fallait qu'il y ait quelque chose comme ça du couple, si je puis dire, père-fille. La mère du père, c'est-à-dire la grand-mère, oui, elle est dysfonctionnelle. C'est amusant parce que lui, il dit toujours « elle ne m'a jamais aimé, je suis un fils mal aimé », etc. Et donc, on comprend tout de même que peut-être qu'elle n'a pas été une très bonne mère pour lui, mais elle a été une femme très intéressante dans l'histoire. Parce qu'on découvre dans le livre que justement, en 39-45, on est dans le 7e arrondissement, dans une maison de cette bourgeoisie parisienne, tout va bien. Il y a quand même, on continue à jouer au bridge, au golf, tout va bien. Bon, la défaite française a été une humiliation, mais rien de grave. Et puis il y a cette femme qui s'est engagée dans la Croix-Rouge, qui est infirmière et qui va, à partir de 44-45, recevoir ces réfugiés qui arrivent en masse, qui arrivent au Lutetia bien sûr, mais qui arrivent aussi ailleurs, ces réfugiés qui portent toute l'histoire des Juifs, qui portent toute l'histoire des Juifs et des prisonniers de guerre, qui les portent sur leur corps, qui traversent la Concorde. Vous savez, il y a cette image. Elle se révèle comme une espèce de sœur Emmanuel. Voilà, elle a quelque chose, et ça c'est vrai, hein, c'est vraiment l'histoire de la mère de mon père. Et donc toute la journée, elle va dans les hôpitaux s'occuper de ces gens-là. Ces gens qui, certes, apparaissent à certains moments dans les journaux, mais qu'on ne veut pas voir. Et surtout que cette bourgeoisie parisienne bien tranquille ne veut pas voir. Parce qu'on est quand même là à jouer au bridge et à partir à la campagne. On est un peu embêté parce que certains trains à la gare d'Orsay partent en retard, enfin à cause des réfugiés, mais bon voilà. Et donc elle va apporter ça, et elle va apporter ces récits-là. Et elle va les apporter avec brutalité, parce que c'est vrai, c'est son tempérament, c'est une femme qui est très entière, c'est ce que, voilà, qui est assez rêche, qui est assez raide, et qui va apporter ces discours qu'on a du mal à entendre dans la tranquillité parisienne. Et donc lui est un enfant, et d'une certaine manière, il aimerait qu'elle soit beaucoup plus tranquille, qu'elle soit beaucoup plus maternelle, etc. Et qu'elle s'occupe de lui. Et qu'elle s'occupe de lui, parce que lui, il court après, c'est un petit garçon, il a 5 ans, il l'adore. Et elle ne le voit même pas, parce qu'elle est donnée à l'histoire, elle est donnée à sa mission. Mais je crois que dans le moment que je raconte, quand il est en train de devenir un autre homme, parce que c'est aussi ça que je raconte, c'est qu'arrivé à un certain âge, il est en train de devenir un autre homme, quand il est en train de lire Montaigne, de lire La Fontaine, d'avoir peut-être une vision un peu plus tragique de l'existence,
eh bien, il se rend compte aussi que sa mère a peut-être été, dans son passé, à tel moment, celle qui avait raison, seule contre toutes, tous. Ouais. Et votre mère, on voit son enterrement au début du livre, Eduardo Berti, qui est un chapitre récurrent, une partie récurrente d'un père étranger qui s'appelle Cimetière Club, puisqu'elle vendait des concessions dans un cimetière un peu laïque et chic de Buenos Aires. Donc vous le prenez vous tournez cet épisode en dérision, mais c'est aussi une manière de montrer qu'elle a toujours protégé le père. Peut-être que c'est celle qui a contribué à garder le silence. Alors justement, elle serait non pas du côté de la révélation comme la grand-mère chez Oriane, mais du côté du silence et de la bulle, du cocon. Ou non? L'absence, oui. Vous pouvez dire oui, non, je peux dire non, oui, merci. Non, l'absence de la mère, je pense qu'elle a deux conséquences. Une, c'est par rapport au lien entre le fils et le père. Ils se retrouvent là, face à face, après avoir vécu tout le temps avec cette mère comme une grande traductrice même, je dirais. Et aussi le fait que le père se trouve, je pense, plus étranger que jamais sans elle. Parce que finalement, mon père n'avait pas une grande vie sociale. Il gardait le lien avec un ami qu'il avait rencontré, un ami de la Roumanie, en fait, un ami d'enfance de la Roumanie, ils étaient séparés en Europe. Et un jour, mon père est en train de se balader au centre-ville de Buenos Aires et soudain, il voit venir son ami. Il était aussi à Buenos Aires. Ça faisait 10 ans. C'était une rencontre totalement improbable. Ouais. Mais sauf cet ami-là, qui était mort depuis un moment déjà, mon père était assez seul. Et je pense que le moment où ma mère, qui était plus jeune, et que je pense qu'il avait toujours pensé qu'il aurait toujours cette jeune femme à côté de lui, elle meurt, je pense qu'il se sent vraiment plus vulnérable que jamais. Et c'est pour ça que je commence le chapitre avec son enterrement pour montrer l'importance aussi de son absence. Et d'une certaine manière, le fait de donner, dans notre histoire, dans l'histoire de Conrad, de donner vraiment le centre, par moment presque à Jessie, sur Joseph, c'est une manière indirecte de rendre hommage à ma mère. Ouais. C'est vrai. Et en somme, ce sont deux hommes meurtris qu'on trouve dans vos deux livres, deux hommes fragiles. Et là, je voudrais... Et Conrad est le troisième personnage d'homme fragile, meurtri. Avec des crises de dépression qu'il avait, ça on l'a compris plus tard. Où il parlait polonais, il avait de la fièvre, quelqu'un qui avait des hauts et des bas. Oui. Et je voudrais parler du langage, parce que votre père parlait une autre langue, l'espagnol n'était pas sa langue maternelle. Joseph Conrad, on le sait, était polonais, écrivait en anglais, après avoir écrit en français. Et parler en français. Et votre père, dans l'histoire, Paul, parle français, mais on a l'impression que ce langage des arbres est un autre langage. Et je me disais, vous, les langues étrangères, ce serait peut-être la botanique et la musique. Quelle place est là dans votre livre? Elles ont toutes les deux, la botanique et la musique. Alors la musique, oui, parce qu'elle est pianiste et on voit bien comment est-ce que lui aussi a un grand intérêt pour la musique. Et cette fille et ce père réussissent à se reparler par la musique, au début. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est elle la pianiste. Et lui, il lui donne des cours, il dit « Oui, je t'ai entendu. Alors moi, si j'étais toi, je jouerais plus comme ça parce que c'est toujours, il faut qu'il soit maître en toutes circonstances, même à 80 ans. » Voilà. Il veut toujours avoir ce rôle de père. Mais bon, ils réussissent à reparler comme ça. Et oui, bien sûr, c'est-à-dire que la mère quand même intervient pour appeler sa fille, lui dire « Fais attention, j'ai l'impression que ton père perd la tête, il parle aux arbres. » Et c'est vrai qu'il parle aux arbres. Alors elle le voit de loin, on ne sait pas ce qu'il dit. J'ai choisi le point de vue de la fille, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas du père, on ne sait pas ce qu'il lui dit. On ne sait pas si c'est le lieu de la confession, ou alors d'une ultime rébellion, ou alors de toute autre chose, peut-être.
en forme de réconciliation avec lui-même ou avec la vie. Je ne sais pas ce qu'il dit aux arbres, je ne sais pas ce qu'il dit aux arbres le dernier jour, avant la fin, mais en tout cas, il a ce lien avec les arbres. Et jusqu'au suicide de son fils, c'est un homme qui, à table, animait des conversations familiales ou avec d'autres convives autour de la littérature, de la musique et de la botanique. Comme si, au fond, il avait laissé de côté tout l'aspect financier, matérialiste de sa vie professionnelle. Oui, alors ça, c'est parce qu'il incarne aussi beaucoup l'esprit français. Alors l'esprit français, je ne sais pas si aujourd'hui ça signifie encore grand-chose, mais je crois qu'il avait cette idée de l'esprit français, c'est-à-dire 17e, 18e, où la conversation est un art. Est un art. Et évidemment, on ne va pas parler d'argent, d'industrie ou de choses comme ça à table, parce que ce n'est pas l'art de la conversation. Donc je crois qu'il était formé à ça, je crois qu'il appartient aussi à une France qui a formé à ça, très 18e, etc. C'est pour ça que La Fontaine est pour lui quelque chose de très important. On est vraiment dans cette idée du grand siècle, de l'esprit français. Et donc oui, il va avoir cet art de la conversation, et c'est le lieu de la joie d'ailleurs. Ça, je voulais absolument le raconter. Dans une famille comme ça, pouvoir parler de littérature, d'art, c'est-à-dire sortir de soi, et ça peut être des très grands moments de communion. Ouais. Et le fils était un étranger peut-être dans cette famille, dans la mesure où lui aussi était musicien et n'a pas trouvé de travail comme le disait son père. D'ailleurs, quand Zélie, l'héroïne, veut devenir musicienne, son père lui dit « mais c'est pas un travail », en gros. Oui, alors il a cette culture du travail, et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs quand elle découvre enfant La cigale et la fourmi avec son père. Et elle dit, mais c'est terrible, la cigale et la fourmi, quand la fourmi lui dit, eh bien, dansez maintenant, vous n'avez pas assez travaillé, tant pis, vous n'aurez rien à manger. Et elle est enfant, et elle perçoit tout de suite, de manière instinctive, le désespoir de La Fontaine quand il écrit ça, et le tragique de, si vous n'êtes pas capable de travailler, eh bien, allez chanter et mourir dans les champs. Et ça, son père ne le voit pas, parce que justement, d'emblée, il est aveuglé par son progressisme. Et c'est aussi ça qu'elle raconte. Et il est tellement aveuglé par son idéalisme et par son progressisme, qui est pourtant plein de bonnes intentions, bien sûr, qu'il ne voit pas que son fils est lui aussi incapable de suivre cette marche forcée vers le travail heureux. Tout simplement, il ne le voit pas. C'est l'angle mort de son progressisme. Et donc, je ne pense pas que le fils soit mort de ça, mais ce qui est sûr, c'est que le père n'a pas su voir la chute de son fils qui, sans cesse, va essayer de travailler, perdre son emploi, étant incapable d'être à la hauteur des espérances. On va peut-être lire un passage Quand l'arbre tombe, qui illustre au fond le recours à quelque chose, à une image, à une digression pour dire ce qui fait mal. Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les livres d'Edoardo Berti. C'est quand votre père essaie de dire à sa fille qu'il ne veut pas qu'on coupe un if. Parce qu'ils sont là tous les deux en train de tronçonner, je meuble pendant que vous cherchez la page, ils sont là en train de tronçonner des arbres qui sont tombés, et puis l'if, qui est un arbre funeste dans cette histoire, j'en dis pas plus, il ne veut pas le couper. Et après, il prend un détour pour dire autre chose, pour le dire autrement à sa fille. Un détour aussi pour parler un peu de lui-même, sans parler de lui-même. Exact. Il lui parla d'un métro à Paris, chemin vert, une petite station, tu te rappelles, c'est là où je travaillais à la fin, hein, tu te rappelles? Oui, peut-être, enfin, elle n'avait plus de souvenirs précis. Il empruntait chaque matin cette station. Très peu de gens y descendaient, très peu de gens y montaient. Et il l'aimait pour ça. Il se rapprochait d'un fauteuil, son débit ralentissait, il se calmait peu à peu. Je retrouvais à chemin vert l'atmosphère du métro de mon enfance. Tous les matins, quand je descendais sur le quai à 9h, j'apercevais un vieil homme assis sur un de ces atroces fauteuils de plastique orange vissés au quai. Chaque jour, il était là. Il portait un imperméable long à ceinture d'un beige beurre qu'on ne trouvait autrefois que dans la boutique Burberry à Bloomsbury.
Et il avait de beaux cheveux blancs qui ondulaient, un peu à la Kirk Douglas. Zélie hocha la tête. Il portait aussi aux pieds des baskets blanches, tu vois, le genre qu'on achète au supermarché. C'était plutôt incongru, ces chaussures avec cet impair. Enfin, chaque matin, à 9 h, ce vieux monsieur, en imperméable et baskets blanches, qui se tenait assis sur son fauteuil de plastique, regardait les métros passer sans y monter. Paul se détendit, croisa les jambes, mais garda le dos droit. Il parlait de cet homme comme d'un vieil ami qu'il aurait à l'instant laissé sur le quai du métro. Je ne sais pas combien de temps il restait là, peut-être toute la matinée, ou peut-être ne descendait-il dans la station qu'à 9 h, et puis remontait-il quelques minutes plus tard. Lorsque le train se faisait entendre dans le tunnel, il fermait les yeux. Quand le train s'arrêtait à quai, il scrutait un à un les gens qui descendaient. Je l'observais tous les jours, mais je n'ai jamais eu le temps ou le courage d'aller lui parler. Je me suis imaginé beaucoup de choses. J'ai pensé qu'il avait rendez-vous avec une femme sur ce quai, une vieille maîtresse, mais aucune femme ne s'est présentée. Alors je me suis dit qu'à une période antérieure, il avait rénové ou décoré cette station et qu'à la retraite, il venait observer son œuvre. Ou que c'était un ancien conducteur de train à qui le métier manquait. Zélie acquiesça. La sérénité retrouvée de son père adoucissait cette histoire qui agissait en comptine dans le salon sous le crépitement de la cheminée. Un jour, le type n'était plus là. Je regrettais de ne pas être allée lui dire un mot et puis j'oubliais. Aujourd'hui, je repense à lui. Je repense à ses baskets blanches qu'il devait mettre chaque matin pour traverser la ville jusqu'à la station de métro Chemin Vert. Je sais qu'il n'aurait pas voulu me parler. Il ne descendait pas dans cette station pour rencontrer quelqu'un. Et sa fille lui dit « Je vois où tu veux en venir ». Je vois où tu veux en venir. Et c'est une manière, voilà, de parler d'une fidélité à cet arbre. Ce vieil homme que son père regarde sur le quai du métro, et son père, quand il est jeune et qu'il travaille, ne comprend pas ce que vient voir ce vieil homme sur le quai du métro. Eh bien, à 80 ans, il comprend que peut-être cet homme sur le quai du métro est venu voir le fantôme de quelqu'un disparu là. De quelqu'un qui a peut-être sauté sur les rails un jour à Paris. Et oui. Et en effet, c'est comme le père qui va voir cet arbre où est mort son fils. Et c'est le flou qu'il y a dans vos deux livres, l'incertitude, pourrait-on dire, autour de la mémoire et de l'oubli. Il y a un passage, Eduardo Berti, où vous dites, je crois que c'est page 300, « Il ne restera que le souvenir, 3 petits points, ou l'oubli ». Et vous ne tranchez pas sur ce qui serait préférable. On se dit que si les romanciers écrivent, c'est quand même pour le souvenir, pour éviter l'oubli. Oui, mais je ne tranche pas parce que dans le cas de la transmission que j'ai eue de la part de mon père, c'est un complexe tissu d'oubli volontaire et de mémoire choisie. Les deux choses sont toujours mélangées dans tout ce qui est la transmission de la part de mon père. Quand on parle de fiction, de vérité, du vrai ou du faux, de l'incertitude, je voudrais peut-être qu'on précise qu'il n'y a pas marqué roman, ni dans un fils étranger, ni dans un père étranger, alors que dans votre livre, Oriane Jancourt-Galignani, c'est marqué roman. Comment vous tricotez tout ça? C'est pas marqué roman. Non, c'est pas marqué. En espagnol, ils ont marqué roman pour un père étranger, pas pour un fils, non. Oui. Par contre, le livre d'Oriane est publié dans une collection qui s'appelle Le Courage. C'est quoi, le courage de dire vrai? C'est pas moi qui ai choisi le nom de la collection. Non, mais vous pouvez vous en faire... Je ne sais pas quel courage il y a dans ce roman, franchement. Vous savez, les collections avec le temps. Mais oui, non, c'est une collection que j'aime beaucoup, dirigée par Charles Dantzig aux éditions Grasset, et dans laquelle j'ai publié 3 de mes livres. Oui. Et non, est-ce qu'il y a du courage? Je ne sais pas s'il y a du courage. Il fallait que ce soit Pourquoi est-ce que c'est un roman? Parce que si j'avais fait une autofiction, si j'avais dit je, tout aurait été centré sur moi. La manière dont je vivais cette histoire, je pense évidemment qu'on l'aurait lu, alors qu'il y a plusieurs personnages dans ce livre, et notamment la forêt, et notamment ces arbres qui tombent ou qui ne tombent pas, hein, chacun le décidera. Si j'avais fait un roman à la première personne, la forêt n'aurait été qu'un décor, et je pense qu'il fallait qu'elle soit plus que ça.
il y a dans votre livre, je ne sais plus lequel des deux, à vrai dire, Eduardo Berti, une phrase, justement, je reviens au courage, où vous dites que Jessie Conrad, la femme de l'écrivain Joseph Conrad, écrivait d'abord des livres de cuisine. Oui. Et vous dites, est-ce que vous l'avez dit là ou dans un autre livre, que d'un point de vue moral, ils sont au-dessus de tout soupçon. Ça, c'est Conrad qui le dit. Ah, ça, c'est Conrad. Quand le livre de cuisine, des recettes de cuisine de Jessie est prêt, bien sûr, les éditeurs veulent une préface de Conrad. Et il écrit ça. Il trouve ça, cette phrase tellement singulière, que les livres sont peut-être le seul livre qui sont au-delà de tout soupçon. Une phrase étonnante. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont exacts? Il faudrait demander à Conrad ce que ça veut dire. Mais dans l'esprit d'Eduardo Berti, qui note cette phrase. Pour moi, c'est qu'en fait, peut-être il soupçonnait déjà qu'un jour, Jessie allait écrire des livres qui sont plus proches du soupçon, comme le livre qu'elle va écrire après sa mort. Oui. Oui. Je voudrais juste avant de conclure que vous lisiez un passage du Fils étranger qui explique au fond la démarche de ce livre. Un fils étranger, c'est mon voyage à la ville natale de mon père. Après ces documents dont je parlais avant, la ville natale de mon père s'appelle Galati ou Galatz. C'est une ville presque à côté de cette triple frontière avec la Moldavie et l'Ukraine. C'est presque la fin du parcours du Danube. C'est un des derniers points que le Danube touche avant d'expirer, on va le dire comme ça. Et cette ville-là était à l'époque peut-être la deuxième ville, après Bucarest. Ah, oui. Une ville assez riche, assez cosmopolite. Avant la guerre. Oui. Avant la guerre. Et à côté d'une ville qui s'appelle Braila, que c'est une ville où il y a eu beaucoup d'écrivains qui sont nés, comme Panaïtis Strati, des gens comme ça. Bon, alors c'est là où je me rends. Je viens de loin, de très loin. C'est la première fois que je viens dans ce pays. Mon père est né ici, il y a 100 ans. Voilà plusieurs jours que je murmure ces mots, comme une sorte de répétition ou d'incantation générale pour le moment où je devrais les prononcer. Je me le répète en anglais, ce qui peut être une erreur. Aurais-je dû les mémoriser en roumain? Au contraire, c'est mieux ainsi, pour éviter les déceptions, pour éviter que les autres ne me répondent en roumain et ne découvrent un peu frustrés qu'à part ces phrases diplomatiques, je ne comprends absolument rien. Je ne suis pas venu pour réconcilier mon père avec la judaïté, ni pour le réconcilier avec la Roumanie. Je n'imagine pas non plus être venu à Galatie en son nom, ni que d'une certaine façon, j'y suis venu avec lui. Je soupçonne qu'il se serait moqué de ce voyage, même qu'il ne l'aurait pas encouragé. Cependant, je sais une chose, je ne me serais jamais pardonné de ne pas l'avoir fait. Voyage symbolique? Peut-être. Quelqu'un, non sans arrogance, disait qu'un symbole est l'absence dans la présence et la présence dans l'absence. C'est une relation de ce genre qui existe entre mon père et cette ville. Voilà, on arrive à la conclusion. Peut-être Oriane pour commencer, c'est l'idée de réconcilier. Je voulais cette notion de réconciliation. Est-ce que ces livres, à cette époque pour vous, dans vos parcours respectifs, ont un rôle de réconciliation s'il y a lieu, ou au contraire de laisser partir celui qu'on a perdu? C'est plutôt cette question du jugement, c'est-à-dire que souvent, après la mort du père, il y a cette envie de juger, cette nécessité de juger qui est imposée par les autres ou qui est imposée par soi, dont ont beaucoup parlé les psychanalystes. Et je crois que Zélie ne veut pas juger son père, qu'elle ne se sente pas dans cette position, dans ce pouvoir-là, parce qu'elle est la fille et l'amour qu'elle a pour lui, mais aussi parce qu'elle pense que, en tant qu'artiste, ce n'est pas son rôle de juger les individus. Et puis enfin, parce qu'elle pense que son père a été plusieurs hommes dans son existence,
qu'il a été à la fin de sa vie un autre homme, cet homme qu'elle raconte, et que qui jugerait-elle? Jugerait-elle le dernier? Jugerait-elle le premier? Jugerait-elle l'enfant qui court après son père? Donc elle refuse de juger et elle préfère livrer son père aux arbres. Et donc je crois que c'était ça que je voulais faire, ni une réconciliation, ni une condamnation, mais peut-être une forme d'adieu. D'adieu. Eduardo Berti. Oui, ni réconciliation, ni jugement. C'est une quête, c'est une enquête, c'est comprendre tout ce qui est à moi et en même temps est étranger, tout ce qui est étranger à moi. Comprendre, essayer de comprendre toute cette mémoire qui était un peu cachée par mon père, qui n'a pas été transmise, essayer de reconstruire tout ça, essayer de comprendre. C'est peut-être le rôle des écrivains. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Place aux questions. Je pense qu'il y en aura quelques-unes avant les dédicaces à la table des auteurs où vous pourrez prolonger la discussion avec Oriane Jancourt-Galignani, avec Eduardo Berti. Oui, il y a un micro qui va vous être mis. Oui, Eduardo, vous avez dit au début que Jessie a eu besoin que son mari soit mort pour pouvoir écrire sa biographie. Et je voulais savoir si ça avait été aussi la même chose pour vous, la mort du père, comme libération pour pouvoir écrire. Oui, sans doute. Et non seulement la mort de mon père, mais la mort de 2 ou 3 personnes qui étaient plus ou moins proches, parmi elles cette femme qui était sa dernière compagne. Oui, j'ai eu besoin d'un certain temps. De la même manière que les 6 cahiers que j'ai reçus de mon père, j'ai pas pu les lire immédiatement. C'était trop frais, j'étais trop vulnérable. J'ai laissé passer du temps pour les lire, peut-être aussi avec une illusion un peu naïve de faire vivre mon père un peu plus, parce qu'il avait encore une chose à me dire, de prolonger un peu sa vie avec ça. Oui, c'est ça, merci. C'est une bonne question. Oui. Une autre question? Si tel n'est pas le cas, je vous propose de vous déplacer jusqu'à l'entrée pour signer les livres. Volontiers. Merci. Merci.